Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, renforcer l'emploi des jeunes dans l'industrie hôtelière. Et enfin, dans l'actualité internationale, le Soudan en crise humanitaire a besoin d'une aide massive. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, accompagné de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Bit Dastel, a effectué ce matin une visite au centre d'enseignement spécialisé pour les enfants à besoins spéciaux 6 à Gabot 4. De leur arrivée, le MENFOP et la représentante de l'UNICEF à Djibouti ont été chaleureusement accueillis par le chef des services de l'EAPC, la directrice du centre, les experts cubains ainsi que les hauts cadres du MENFOP. Rappelons que les experts cubains qui séjourneront pour une durée de 2 années sont spécialisés dans les différents domaines d'handicap, à savoir l'orthophonie, déficience visuelle, déficience auditive, déficience moteur, mentale et autisme. La visite a commencé par une présentation détaillée du centre et du programme de l'enseignement spécialisé mis en place au centre. La directrice du centre a souligné l'importance de fournir un environnement d'apprentissage inclusif où chaque enfant peut développer son potentiel psychique, physique, quelles soient ses déficiences spécifiques. Le centre est ainsi équipé avec l'expertise des spécialistes cubains de tous les départements de prise en charge des enfants à besoins spéciaux. Infirmiers, stomatologie, psychothérapie, psychologie. Rappelons que le centre d'enseignement spécialisé pour les enfants à besoins spéciaux est un centre de référence moderne d'éducation spécialisée dédié aux élèves nécessitant une prise en charge renforcée et adaptée en collaboration étroite avec les familles. Cette expertise des experts cubains surtout nous a également permis de professionnaliser nos enseignants et éducateurs et rendre accessible ce centre de référence à un public plus élargi et présentant différentes situations de handicap. Au cours de la visite, le ministre et la représentante de l'UNICEF ont pu observer une variété d'activités éducatives ludiques conçues pour faciliter le développement des compétences sociales, cognitives et psychiques des élèves. Dans la salle des classes, des élèves malentendants ont présenté l'hymne national devant la délégation. Dans chaque étape, la délégation a pu regarder les activités stimulantes adaptées aux besoins individuels de chaque enfant, favorisant ainsi leur autonomie et leur confiance en eux-mêmes. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a exprimé sa satisfaction concernant les efforts déployés par les experts cubains et l'équipe de direction et les EAB, et a salué les experts cubains qui travaillent au sein de ce centre. Il a souligné que c'est un centre d'excellence pour les enfants à besoins spéciaux afin de rendre autonomes. De son côté, la représentante de l'UNICEF a salué les efforts du ministère de l'Éducation nationale dans la promotion de l'éducation inclusive et s'est engagée à poursuivre la collaboration avec les autorités éducatives pour renforcer le soutien aux enfants à besoins spéciaux et leurs familles. Elle n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements à Madame la directrice du centre pour son travail remarquable dans ce centre qui est construit selon les normes internationale. La visite du ministre de l'Éducation et la représentante de l'UNICEF au centre d'enseignement spécialisé pour les enfants à besoins spéciaux a été un moment fort de bonheur et de sourire, tant que pour les enfants à besoins spéciaux, mais aussi à l'ensemble du personnel de ce centre. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi sous le haut patronage de M. Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. L'Agence nationale de l'emploi et de la formation de l'insertion professionnelle a organisé une réunion de consultation décisive sur les perspectives d'emploi dans le secteur de l'hôtellerie. Cet événement significatif qui s'est tenu au Salam Tower a rassemblé des personnalités éminentes, notamment le directeur général de l'ANELFIP, M. Mahmoud Amaguele, ainsi que les hauts dirigeants d'hôtels de renom tels que Kempinski et Sheraton. Parmi d'autres, des leaders politiques, des représentants d'institutions publiques et privées, des organisations internationales, des ONG ont également honoré l'occasion de leur présence. Cette réunion de consultation s'est concentrée spécifiquement sur le secteur de l'hôtellerie avec un objectif clair, renforcer l'emploi des jeunes au sein de l'industrie hôtellerie dynamique. Dans cette optique, tous les acteurs clés du secteur d'hôtellerie opérant en République de Djibouti ont été invités à participer à cette consultation, soulignant ainsi l'importance de leur contribution. L'objectif était d'identifier et de répondre à leurs besoins de recrutement
à court et à long terme. Les initiatives de collaboration entre le ministère du Travail et les responsables de la formalisation de la protection sociale et la NEFIP ont jusqu'à présent produit des résultats significatifs. Ces efforts ont notamment amélioré les capacités des jeunes demandeurs d'emploi et ainsi positionné sur le marché du travail en favorisant la connexion entre les acteurs du marché du travail, comblant ainsi le fossé entre les demandeurs d'emploi et les employeurs potentiels. A décidé, à travers notre projet sur l'employabilité, de soutenir ce secteur, le secteur touristique. Et nous sommes en train d'explorer plusieurs opportunités pour développer la main-d'œuvre dans ce secteur. Je suis très intéressée à notre discussion aujourd'hui et j'espère que ce soit très fructueuse. Eh bien, le ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, a souligné l'engagement indéfectible du gouvernement à lutter contre le chômage des jeunes lors de son discours. Il a mis en lumière l'importance de la réunion de consultation dans la définition des opportunités d'emploi futures dans le secteur de l'hôtellerie à Djibouti. Écoutons-le. Moi, un réel plaisir d'être parmi la grande famille de l'hospitalité djiboutienne. Et je suis particulièrement ravi de voir que vous avez répondu à l'unisson et favorablement à notre réunion de concertation. Depuis ma nomination à la tête de ce département, je me suis engagé à être à l'écoute des doléances des employeurs et des représentants des travailleurs sur toutes les questions d'intérêt commun qui touchent le partenariat en privilégiant les dialogues et la concertation. Je suis conscient que l'industrie hôtelière a tenté tant bien que mal de se réinventer après la crise, devant composer avec la réalité sanitaire et son lot de déconvenus. Les stratégies établies par le gouvernement durant cette période ont permis de protéger les emplois et de préserver la pérennité de vos activités en tant que poumon économique essentiel. La crise liée à cette pandémie est derrière nous aujourd'hui. Son impact est de moins en moins palpable. La tendance mondiale pour ce secteur est pour une reprise progressive et prometteuse. L'objectif principal de la réunion d'aujourd'hui est de dresser, dans un premier temps, un état des lieux avec votre concours, mesdames et messieurs, des aléas liés à l'employabilité dans votre secteur d'activité. Nos échanges nous permettront ensuite, dans une seconde phase, d'élaborer et adopter des politiques d'organisation des carrières et spécifiquement ciblées sur les réservoirs de compétences insuffisamment exploités que représentent les femmes et les jeunes en République de Djibouti. Voici les séries de réactions recueillies par notre équipe sur place lors de l'événement. De finir la première session de travail sur l'employabilité des jeunes dans le secteur de l'hôtellerie. Cette réunion a été organisée par la NEFIP avec le concours du ministère du Travail. C'était une très bonne réunion, on a beaucoup avancé et on se réjouit d'avoir les prochaines réunions pour mettre en application tout ce qui a été décidé aujourd'hui. L'atelier auquel nous étions confiés aujourd'hui était très intéressant. Il parle du secteur privé en matière d'hôtellerie. Je pense que dans notre pays, c'est un avenir, l'hôtellerie. Cependant, il y a un grand défi à relever. Les hôteliers ont démontré un peu toutes les carences qui existent et les services de l'État, le ministère, ainsi que les organismes internationaux qui apportent une assistance, ont promis que ces défis soient relevés. Donc, en tant que professionnel de longue date, je souhaiterais que tous ces problèmes qui ont été soulignés dans cet atelier soient relevés. Et nous sommes également à leur disposition. Et je pense que c'est très intéressant et qu'il faut aller de l'avant. L'objectif de cette réunion, c'était de réunir tous les hôteliers de la République de Djibouti parce que l'industrie hôtelière est en train de muter, en train d'agrandir. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'hôtels qui sont en train de s'ouvrir actuellement à Djibouti,
Si je prends un ou deux exemples, par exemple, il y a un hôtel qui s'appelle Aïla Hotel qui va ouvrir dans pas longtemps. C'est un hôtel qui va générer aux alentours de 200 emplois. Il y a également, là où on a fait aujourd'hui notre meeting, le groupe Salam. Le groupe Salam a deux hôtels qui vont ouvrir, un qui se trouve à Venise, l'autre qui se trouve à côté des Moulk Center, l'autre résidence hôtel Moulk Center, les gros bâtiments très beaux. Donc c'est des hôtels qui sont là, les infrastructures sont là. Donc l'État et le ministère du Travail, en l'occurrence l'Agence nationale pour l'emploi, conjointement avec l'Agence nationale du tourisme, doivent préparer les personnes qui doivent travailler dans ces hôtels-là. L'objectif de cette journée, c'était ça, voir les hôteliers, demander les profils, demander ce qui leur manque, demander les formations qui manquent, afin que l'État, surtout le ministère du Travail et en l'occurrence l'ANEFIP, avec les bailleurs et les partenaires, puissent se préparer et répondre à cette offre d'emploi qui va venir à court terme, d'ici 4 mois ou 6 mois. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le Diwan Al-Zaka qui a tenu hier au Palais du Peuple une cérémonie de distribution de la première tranche de la collecte du parrainage des orphelins de l'année 2023. Placée sous l'égide du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Moumin Hassan Barre, cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, du directeur général du Diwan Al-Zaka, Suleiman Hussein Moussa, ainsi que d'un parterre des ulémas, les bénéficiaires et des enfants orphelins et leurs tuteurs. Le parrainage assure à travers l'appui qui tend à soutenir un orphelin au resserrement et à la consolidation de la cohésion sociale. Le mérite revient sans aucun doute au président de la République qui a eu l'idée en 2004 de mettre sur pied un organisme chargé de collecter la Zaka, mise en œuvre du programme de parrainage d'orphelins conformément aux préceptes du droit islamique. Il convient de noter que le Diwan al-Zaka sert d'intermédiaire entre les bienfaiteurs et les différentes catégories des ayants droit légitimes à travers toute la République de Djibouti. La distribution de la collecte de cette première tranche s'élève à 17 400 000 francs Djibouti, pour un total de 1160 ménages ayant un orphelin résidant dans la ville de Djibouti et dans la commune de Belbela. Rappelons que le parrainage d'un orphelin demeure sans aucun doute un geste noble et crucial pour affermir ces liens de solidarité qui nous unissent tous. Sachons aussi que ce geste intervient après la distribution de ces cotisations saisonnières durant la semaine écoulée aux enfants orphelins dans la région. Eh bien, le représentant des grands parrains, M. Elmi Gaboué, a exhorté tous les commerçants et toute la population djiboutienne d'aider nos orphelins, surtout d'appuyer techniquement et financièrement la fondation Diwan al-Zaka. Écoutons un extrait. Un immense plaisir que d'être parmi vous aujourd'hui au Palais du Peuple en tant que représentant de CAC International Bank afin de prononcer quelques mots au nom des parrains qui prennent part au programme de parrainage dont nous avons l'honneur de célébrer aujourd'hui cet événement important qui nous réunit aujourd'hui. L'islam, le Saint-Coran et les hadiths accordent une place de choix au parrainage. Dans notre communauté, parrainer n'est pas quelque chose de nouveau, il ne date pas d'hier. Ça a toujours été une preuve de compassion et d'entraide. Ça fait partie de notre culture. J'exhorte donc toute la communauté, tous les commerçants et toute la population djiboutienne d'aider nos orphelins et surtout d'appuyer techniquement et financièrement la fondation de Diwan al-Zakat pour leur travail remarquable au profit des orphelins. Bravo, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs, au nom de notre institution CAC International Bank et de tous les parrains, j'aimerais terminer mes propos en saluant et remerciant tous les parrains, mais aussi les initiateurs de ce grand projet que sont le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, ainsi que la Première Dame, Madame Khadra Mohamed Haïd, qui ont mis en place cette initiative. Jazakallah khair, qu'Allah vous récompense. Amin. Je vous remercie de votre attention.
Eh bien, dans son discours, le directeur général d'Iwan Al-Zaka, M. Suleiman Hussein Moussa, a attiré l'attention dans son discours sur l'organisation de cet événement périodiquement et régulièrement depuis la création de la fondation à l'initiative du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele. Il a souligné que la distribution de cette première tranche de parrainage aux orphelins de la capitale intervient après l'achèvement des distributions similaires au niveau des 5 régions de l'intérieur. Ces distributions coïncident avec la rentrée scolaire et les charges qu'elle fait peser sur les parents et coïncident également avec les célébrations de l'anniversaire du prophète dans les prochains jours. Cette dernière occasion, anniversaire du prophète, a été la mise en place du projet de parrainage des orphelins, initiative généreuse du président de la République, M. Ismaël Merguele, en 2007, a confirmé le directeur général d'Iwan Al-Zaka, M. Suleiman Hussein Moussa, et a saisi cette opportunité pour exprimer ses remerciements et sa gratitude au président de la République et au ministre des Affaires musulmanes pour leur soutien inlassable du programme de parrainage d'orphelins. Il a souligné que le Diwan Al-Zaka cherche à augmenter le nombre d'orphelins parrainés et renforcer la coordination avec les associations caritatives, les organisations humanitaires, en particulier dans les projets de parrainage d'orphelins, afin d'étudier les moyens de développer les affaires parrainées en utilisant des techniques de technologie moderne. De son côté, le ministre des Affaires musulmanes des biens Warf a prononcé un discours lors de la cérémonie de distribution dans lequel il a affirmé que le parrainage d'orphelins fait désormais partie des valeurs de la société djiboutienne et de la politique sociale menée par l'État, qu'il s'agit d'initiatives humanitaires lancées depuis ses débuts sous la généreuse patronage du président de la République. Le programme de parrainage des orphelins est devenu l'un des programmes sociaux les plus importants mis en œuvre par le Diwan Al-Zaka du ministère, et l'un de ses objectifs est d'aider les orphelins à poursuivre leur étude. Le ministre des Affaires musulmanes a également évoqué d'autre part l'attention portée par la religion musulmane, l'éducation et la prise en charge des enfants orphelins en exhortant les actionnaires du programme de commandité à s'engager, verser leurs contributions, que ce soit mensuellement, semestriellement ou annuellement. Cette participation, a-t-il dit le ministre volontaire, vise à apporter un soutien à des soins aux orphelins et à subvenir aux besoins nécessaires à leur éducation, et ce qui est le moins qui puisse être fourni pour ce segment, a affirmé le ministre. Tout à fait autre chose, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsa Madiri, a tenu ce matin le lancement de la mise en œuvre du plan d'action du schéma directeur national du secteur informel à l'hôtel Escale de Djibouti. La table ronde sur le secteur informel a vu la participation des représentants des systèmes des Nations Unies, le secrétaire général du ministère des Finances, ainsi que les responsables des différents ministères. L'objectif de la réunion, c'est contribuer à l'amélioration de la bonne gouvernance du secteur en vue de promouvoir la création d'emplois et le développement des exportations pour les femmes et les jeunes. Cette table ronde tombe à un point nommé car le secteur informel étant souvent confronté à des défis complexes, car il nécessite une approche coordonnée et des ressources supplémentaires pour maximiser son potentiel positif tout en atténuant les effets néfastes. Notre stratégie, c'est une bonne chose qu'aujourd'hui on puisse avoir une stratégie qui va vraiment œuvrer sur le développement, sur la lutte contre le secteur informel. En réalité, le secteur informel est plutôt une bonne aubaine pour les économies africaines parce que tous ceux qui ne sont pas captés dans la légalité, parfois c'est un foisonnement de créativité. Et c'est des gens qui se débrouillent, qui arrivent à sortir de la difficulté. Au lieu de les freiner, c'est plutôt les accompagner pour qu'ils puissent émerger et être des sociétés ou des entreprises qui peuvent servir et participer à la création de la richesse. Nous avons quand même, au niveau de notre stratégie de développement, pris en compte les préoccupations de ces acteurs-là. Généralement, ce sont des jeunes et ce sont des femmes. Et nous n'avons pas moins de 3 projets qui sont aujourd'hui, qui travaillent là-dedans. Donc c'est déjà pris en compte dans tous les projets qui existent. Mais ce qui est bien, ce qu'aujourd'hui peut-être il faut qu'on puisse coordonner les activités et les interventions de ces projets-là. Et nous avons aujourd'hui un cadre et un mécanisme qui peut piloter cela. Mais nous avons besoin d'une coordination. Et je pense que cette stratégie et l'action du ministère du Commerce peut servir
des points, des plateformes qui vont servir de coordination pour le développement du secteur de l'informel et du secteur privé dans sa globalité. Eh bien, voici les propos de la représentante de la Banque mondiale lors du lancement de la mise en œuvre du plan d'action du schéma directeur national du secteur informel. C'est une part importante de l'économie nationale dans nos pays, en Afrique, et représente à Djibouti près de 2/3 des activités économiques. Cependant, bien qu'il soit un levier contre la pauvreté, il engendre également de nombreuses insécurités pour les personnes qui y opèrent. La pandémie du Covid-19 nous a montré que l'absence de formalisation constitue un obstacle pour apporter un soutien aux entrepreneurs du secteur informel, dont les femmes, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Secrétaire général, qui constituent une grande partie de ce secteur. Nos données indiquent qu'environ 37% d'entre eux ont perdu leur activité en 2020 en raison de la crise. Malgré son importance, le secteur informel reste souvent marginalisé dans les politiques économiques, ce qui fragilise davantage les emplois précaires qu'il génère. Cependant, il est indéniable que ce secteur joue un rôle crucial dans la création d'emplois et contribue à la croissance économique. La Banque mondiale se réjouit des initiatives prises par le gouvernement de Djibouti pour soutenir la formalisation du secteur informel, qui est largement dominé, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, par les femmes. Il est important de rappeler que près de 63% des emplois occupés par les femmes se trouvent dans ce secteur. Cependant, l'intégration complète du secteur informel est un processus en cours qui nécessite une collaboration étroite entre les institutions internationales, le gouvernement et les parties prenantes locales. Les autres agences du système des Nations Unies qui travaillent sur les cibles qui sont dans le secteur informel, notamment les femmes et les jeunes. Et je pense que cette réflexion est importante, d'autant plus que depuis plusieurs années, on essaie, en tout cas dans les pays en développement, de trouver la bonne approche ou la bonne recette pour s'assurer qu'on accompagne efficacement ce point important de l'économie des pays qui est le secteur informel. Et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui peut-être de réajuster ces approches et de voir les mesures qu'on peut prendre efficacement pour nous assurer que, en fait, on accompagne ces opérateurs économiques plutôt que de forcer la main pour les faire graduer à des stades où peut-être qu'ils ne sont pas encore matures. Donc je pense que avec l'ensemble des mesures qui sont préconisées à la fois par les partenaires au développement comme la Banque mondiale et le gouvernement, on pourrait arriver à mieux accompagner ces acteurs. Eh bien, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsa Madiria, a souligné que son département est pleinement engagé à la concrétisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Ismaël Meguele, dont le cheval de bataille est la création d'emplois et la réduction des inégalités pour les plus vulnérables. Écoutons-le. Avec vous aujourd'hui, pour cette table ronde, nous allons procéder au lancement et à la mise en œuvre de plans d'action ici du schéma directeur national du secteur informel. Les diagnostics élaborés par le ministère du Commerce et du Tourisme avec l'appui du cadre intégré renforcé a permis de mesurer l'ampleur du secteur informel dans l'économie djiboutienne. Le secteur informel est une composante essentielle de notre économie. Il englobe une multitude d'activités allant du petit commerce, de l'artisanat à la prestation de services. Et il emploie également des milliers de nos concitoyens. Cependant, il est également confronté à des défis importants tels que la vulnérabilité économique et le manque d'accès aux services essentiels. Le plan d'action du secteur informel que nous nous apprêtons à mettre en œuvre a été élaboré de manière participative en consultation avec toutes les parties prenantes, y compris les représentants du secteur informel lui-même. Il vise à créer un environnement propice à la croissance et à la formalisation progressive de ces activités en offrant des opportunités d'emploi décents, en renforçant la protection sociale et en favorisant l'accès au marché et au financement pour développer leur activité. Mesdames et messieurs, l'une des raisons de la méconnaissance du commerce informel est le manque de données et la complexité à recenser les entreprises qui évoluent dans ce secteur. Mon département a pu se doter en 2020
d'une base de données qui a contribué de manière significative à une planification économique plus éclairée et à la formalisation d'actions adaptées au contexte local. L'ANCI a inauguré ce matin un centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques qui est le DigiCert, Djiboutian Computer Emergency Response Team, à l'hôtel Plaza. À cette inauguration a vu la présence du secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdillahi, du directeur général de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, du chef des services de la DCI, de l'ANCI et responsable du DigiCert. Le DigiCert, Djiboutian Computer Emergency Response Team, est une entité gouvernementale hautement spécialisée qui a pour mission de lutter contre les cyberattaques en aidant les différentes parties prenantes à renforcer leur niveau de sécurité. Parmi ces missions, décrypter et gérer les incidents de sécurité informatique menaçant le système d'information du gouvernement et les infrastructures critiques, assurer la coordination et la collaboration entre les différentes parties prenantes, surveiller les nouvelles techniques d'attaque, les outils malveillants, les menaces et alerter les parties concernées, développer la sensibilisation, les formations pour les entreprises publiques, privées et le grand public. Cette démarche stratégique est alignée sur la vision 2035 de notre pays qui aspire à devenir un hub majeur dans le domaine de l'économie numérique. Cependant, à mesure que notre économie se numérise, les cyberattaques évoluent en complexité, ciblant spécifiquement les infrastructures essentielles d'une nation, y compris ses services publics et systèmes vitaux. Il s'agit là d'une étape cruciale pour assurer un cyberespace fiable, jetant ainsi les bases solides nécessaires au déploiement d'une économie numérique florissante. Au cours de cette inauguration, le responsable du centre a expliqué en détail la façon dont ce nouveau système fonctionne afin de pouvoir répondre aux défis que le pays rencontre au niveau de cybersécurité. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le médiateur de la République, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est déplacé ce matin à PK12 pour une rencontre fructueuse et florissante avec la population du quartier qui a répondu présent à l'appel et à l'invitation pour une thématique qui les interpelle et les inspire. Une fois arrivé, le médiateur de la République a sans plus tarder souligné le rôle et la mission de la médiature, et suite à laquelle le médiateur a rappelé les avantages tout comme les inconvénients de la révolution numérique, notamment l'accès à l'information, les interactions sociales, la disponibilité des programmes scolaires et l'apparition de la vente en ligne qui facilite la vie de tous les jours de nos concitoyens. Rappelons que la médiature a pour but l'amélioration par son action des relations des citoyens avec l'administration ou autrement dit les relations de l'administration et de l'administré. Les officiels se sont joints dans l'idée de préserver la paix sociale et consolider l'unité nationale en combattant le discours de haine et discrimination sur les réseaux sociaux sont une importance capitale. Et surtout le renforcement de la cohésion sociale. Première, donc on a décidé de commencer ici par BK12, par la suite on ira à Djibouti-Ville, etc. Et nous essayerons de partager, de passer ce message à travers toute la République de Djibouti. Eh bien, le médiateur de la République, Mohamed Cheikh, a dans son intervention précisé que la manipulation de l'information, la désinformation, la diffamation sont un délit qu'il faut à tout prix condamner car cela a un impact sur la cohésion sociale. Il a souligné qu'il s'agissait là d'une sensibilisation sur l'importance que revêt de promouvoir la cohésion sociale à travers la liberté d'expression et un débat public florissant qui sont malheureusement menacés par les médias sociaux qui restent un véhicule majeur dans la diffusion des discours de haine à une vitesse sans précédent. Et dans la page sport, eh bien dans le cadre de la qualification du Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024, les gazelles djiboutiennes séjournent à Togo où elles auront l'occasion de jouer contre ses homologues de ce pays. Afin de mieux préparer cette rencontre, l'équipe nationale féminine a débuté hier après-midi ses séances d'entraînement au Kégou Stadium de Lomé sous la direction du sélectionneur Mohamed Abdelrahman Mahmoud et de son adjoint Mohamed Idriss et sous la supervision du chef de la délégation. Nos gazelles vont affronter ce vendredi la sélection togolaise dans le cadre du match préliminaire des qualifications CAN féminine Maroc 2024. Si nos gazelles réussissent à se qualifier pour la deuxième tour, elles affronteront ensuite le vainqueur du match Côte d'Ivoire versus la Tanzanie. Pour l'édition 2024, 40 nations participeront aux phases de qualification. Pour rappel,
3 sélections africaines sont qualifiées d'office à la phase finale. Il s'agit du Maroc en sa qualité de pays hôte, de l'Afrique du Sud en tant que championne en titre, de la Zambie qui avait décroché la médaille de bronze lors de la dernière édition. Féminine. On est venu hier au Togo, et le trajet était un peu trop fatigant, mais heureusement on a récupéré aujourd'hui. On s'est entraîné durant 3 mois pour essayer d'essayer de dépasser le premier tour de la qualification pour la CAN 2023 2024 qui se déroulera au Maroc. Et comme vous le voyez, les joueuses sont attaquées, elles sont prêtes, Inch'Allah, pour jouer contre l'équipe togolaise qui sont pas mal aussi, qui se sont qualifiés pour l'année dernière pour la première fois à la CAN. Du coup, on les a analysés, on va encore les analyser. Inch'Allah, on va essayer de se préparer du mieux possible pour essayer de ramener un bon résultat, Inch'Allah, à Djibouti. Et dans la page nécrologie, suite au décès survenu d'hier matin à 9h30 à Lyon, en France, de l'ex-député, ex-ingénieur météorologue Feu Nouh Hassan Goulet, le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, Mohamed Ismaël Nour, et l'ensemble du personnel adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches défunts. Né le 1er janvier 1946 à Djibouti, le défunt Hadj Nouh Hassan a commencé sa scolarité à Ali Sevier, puis au collège Charles Foucault, et enfin au lycée. Il était parmi les premiers cadres des ingénieurs météorologues du service météorologique de l'aéroport international de Djibouti. Après l'indépendance, il est parti à la retraite du service météorologique de l'aéroport international de Djibouti en 2002. Feu Hadj Nouh Hassan a été élu député au Parlement en 2008 et a effectué 2 mandats. Il est élu député au Parlement en 2008 pour un 2e mandat successif. Il était aussi le propriétaire d'hôtel Dar es Salaam. Le défunt Nouh Hassan Goulet laisse derrière lui une grande famille dont une veuve, 4 enfants, 14 petits-enfants. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, l'ONU a convoqué les gouvernements de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, du Qatar, ainsi que l'Union européenne et l'Union africaine, appelant à une action accrue de l'action humanitaire, alors que les voisins du Soudan font face à un afflux constant des réfugiés et des rapatriés. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, des millions de personnes, en particulier à Khartoum, au Darfour, au Kordofan, n'ont pas accès à la nourriture, à l'eau et à un abri, à l'électricité, à l'éducation et aux soins de santé. Le taux de malnutrition sont en hausse, laissant présager des décès prématurés pour 700 000 enfants soudanais souffrant de malnutrition aiguë et sévère. La moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire aiguë et plus de 6 millions de personnes ne sont qu'un pas de la famine. La rougeole et d'autres maladies sont endémiques et la violence sexuelle existe et sexiste fait payer un lourd tribut aux femmes et aux filles. Plus de 7 millions de personnes, parmi lesquelles 3,3 millions d'enfants ont été chassés de chez elles. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.